Alors, on commence notre atelier. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Aurélien et Romain, deux experts agiles de CGI qui vont partager des connaissances précieuses avec nous. Aurélien, Romain, bienvenue. Je vous laisse la parole. Super, Super. merci beaucoup. Merci beaucoup pour toute l'introduction. Je vais partager mon écran pour commencer, comme ça on va pouvoir lancer la session. Hop, et partager. Dites-moi si vous voyez correctement mon écran. C'est bon. Yes. Oui, c'est bon. Génial. Je vais essayer de remettre lui en grand. Donc bienvenue pour cet atelier ce soir autour du découpage des user stories, de l'idée à l'action. Euh, on va se présenter avec Aurélien, bien évidemment. On va avoir un petit atelier autour de la montagne de la connaissance. On va parler un petit peu des user stories. On aura une partie un peu théorique pour qu'on parle bien tous de la même chose et qu'on sache un petit peu de quoi on parle effectivement de manière générale. Ensuite, on vous parlera un petit peu des bonnes pratiques et on passera ensuite. Allô? Ça a Oui, coupé? c'est bon. T'es Attendez. en mute. Ça récupère. Est-ce que vous m'entendez depuis le début ou est-ce que ça a coupé depuis le début? Non, 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 non. ça a Ok, coupé quand tu parlais des bonnes pratiques. On t'a ok, perdu super. 3 secondes à peu près. Génial. Je sais pas pourquoi ça coupe, mais on va espérer que ça n'arrive pas trop souvent. Donc, je disais, on va parler de bonnes pratiques dans les user stories et ensuite, on va attaquer le découpage avec un atelier qu'on vous a préparé où est-ce que ben, on va vous montrer des exemples et on pratiquera ensuite tous ensemble dans un atelier collaboratif. Donc, qui sommes-nous? Aurélien, je te laisse démarrer. Oui, merci. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi, c'est Aurélien. Je suis actuellement coach agile et ce qu'il faut savoir de moi, c'est que j'ai commencé il y a des années de ça en tant que développeur. Donc à l'époque, je travaillais déjà dans Scrum, même si avec le temps, je me rends compte que c'était tout sauf du Scrum, ce qu'on faisait. Et au bout de quelques petites années, je suis passé Scrum Master et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu le déclic de ah, ok, on n'appliquait pas juste une méthode là, en fait, il y avait vraiment quelque chose. Scrum Master, c'est vraiment une responsabilité, que ça veut vraiment dire quelque chose et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai eu un déclic de me dire ah, mais en fait, c'est intéressant. Et à partir de là, bah, j'ai continué d'évoluer. J'ai occupé des postes de Scrum Master, souvent de RTE, de coach agile. Ce qui m'a amené là devant vous aujourd'hui, grâce à Ligia et Raoula. Et je vous présente Romain. Ouais, merci. Donc, moi, ça fait aussi quelques années que je travaille en TI. Pas trop de développement de mon côté, mais d'autres tâches diverses et variées. J'ai rapidement pris un poste de chef de projet. Et ça fait quelques années maintenant que j'ai pris des commandes de certaines équipes en tant que Scrum Master et certaines organisations en tant que coach agile. Donc ça fait ouais, ça va faire 4 5 ans maintenant facile que je suis là-dedans. Donc comme Aurélien, ça a été une découverte, un terrier de lapin, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder un petit peu dedans et puis je m'y suis enfoncé sans fin. Ça ne finit jamais, c'est hyper intéressant, hyper prenant. On vous a mis nos petits QR codes si jamais vous voulez nous rejoindre sur LinkedIn. C'est le moment, on les remettra aussi à la fin. Vous pouvez nous ajouter avec grand plaisir. Pour que l'atelier se déroule bien, on est quand même nombreux. Idéalement, si c'est possible pour vous, si vous êtes à l'aise, bah, allumez vos caméras. Nous, ça nous fait toujours plus plaisir là, de voir un petit peu les réactions sur les visages. Évidemment, si vous intervenez pas, coupez les micros, ça évitera d'avoir des bruits parasites. Pareil, on est nombreux. Donc, pour les questions, on va pas les faire là en direct. Si vous avez des questions, posez-les plutôt là dans le chat. Et puis on y reviendra. On a vraiment là, comme l'a dit Romain, une première partie théorique. On va prendre un petit peu de temps, pas beaucoup, pour répondre à certaines questions. Donc on lira le chat. Et puis enfin, là, la partie atelier, amusez-vous, collaborez. Là, même si vous êtes dans une salle, vous ne connaissez pas tout le monde, vraiment lâchez-vous et profitez. Pour commencer, on vous propose un premier passage dans le monde merveilleux de Mural. Donc, pour ceux qui le peuvent, normalement Aurélien a déjà Oui. shoot le message. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien. Si ça ne marche pas, on vous a préparé un tiny URL pour vous connecter facilement. Et si ça ne marche toujours pas, on vous a mis un QR code pour pouvoir le faire depuis votre téléphone. Donc normalement,
on devrait avoir ce qu'il faut pour vous connecter. Ouais. Euh, J'en profite pendant que vous vous connectez aussi pour vous montrer aussi rapidement comment ça fonctionne. Vous allez avoir un grand tableau qui va apparaître à l'écran. Quand vous cliquez et que vous vous déplacez la souris en même temps, vous déplacez simplement le support. Alors vous inquiétez pas, tout est bloqué, hein, vous pouvez rien casser. Euh, Sauf si on a des hackers sur place, mais dans ce cas-là, C'est merci pas le de bon. faire attention avant de tout casser. Vous pouvez... Ouais, Aurélien n'a pas shooté le bon mural. On est sur votre autre mural. Pardon. Alors, prenez le deuxième, ouais, je suis désolé. J'ai dû. Voilà, je corrige le lien. super. Ah, effectivement, je vois des gens se connecter, ça a l'air un petit peu plus efficace. Ouais. Donc, comme je disais, vous pouvez vous déplacer de gauche à droite, zoomer, dézoomer avec la molette de votre souris et créer des petits post-it à gauche. Vous avez une barre avec tous les outils et vous pouvez faire des sticky notes et les glisser, déposer sur la montagne de la connaissance. Et notre question ce soir pour commencer, ça va être sur le parcours à quel niveau d'expertise vous pensez être? Indiquez votre chemin de connaissance par rapport au user story depuis le tout début, ou est-ce que vous êtes débutant, vous découvrez un petit peu les concepts, et jusqu'au tout en haut de la montagne, vous êtes un expert invétéré et vous venez ici pour apprendre quelques astuces supplémentaires que peut-être vous n'auriez pas vu passer sous le radar. Est-ce que tout le monde arrive à se connecter, à faire fonctionner le mural, à aller vers la montagne? Ouais, vous pouvez lever la main si vous avez des problèmes de connexion. Oui, je vois des post-it qui se créent, je vois des traits qui se créent. Je vois même des gens qui arrivent à mettre des étoiles, incroyable. On a déjà des experts de mural, j'ai l'impression. Super, donc j'ai l'impression que tout le monde a pu se connecter. Tout le monde arrive à peu près à créer des post-it. Très bon réflexe de rétrécir les post-it quand ils font 4 hectares par rapport à la montagne. Donc je vous rappelle, un petit post-it, votre prénom et mettez là où est-ce que vous pensez être actuellement dans votre connaissance des user stories. Ok, c'est super, donc on a quand même plusieurs personnes, plusieurs connaissances différentes. Là, on a un peu de tout, donc c'est chouette. Ça va être intéressant pour les travails en sous-groupe. Ouais, Ça va beaucoup exactement. nous aider. Donc ceux qui sont tout en haut de la montagne, on compte sur vous pour accompagner vos camarades qui seront peut-être un petit peu plus novices en la matière. Tout le monde a réussi à créer un post-it avec son prénom dessus? Je vais pas les compter, hein. Ça m'a l'air bon, on n'a pas eu en tout cas de protestation, donc je pense qu'on peut poursuivre. Ok, donc poursuivons. Donc, je vous invite à revenir avec moi sur le Zoom, maintenant que vous avez réussi à placer votre petit prénom sur la petite montagne de la grande connaissance. Et les objectifs de ce soir sont simples. Déjà, vous faire comprendre clairement le fonctionnement théorique des user stories, de quoi on parle. Vous apporter des exemples concrets de découpage, de comment on peut les découper, avec quelle technique. Et surtout, le plus important, c'est vous faire pratiquer aussi, afin que vous ayez directement dans vos mandats et dans vos organisations dès demain des pratiques qui sont actionnables et que vous pourrez utiliser au quotidien dans vos différentes missions. Exact. Donc les user stories, qu'est-ce que c'est? On a à peu près, je pense, presque tous entendu le mot.
Souvent, quand on travaille dans des équipes Scrum, c'est aussi quelque chose qui est couramment utilisé là, pour les items du backlog. Et pourtant, même si là, aujourd'hui, on en parle tout le temps, les user stories, c'est pas du tout une pratique de Scrum. Ça vient plutôt d'Extreme Programming, qui est un autre cadre de travail agile plus technique, qui a émergé dans les années 90, et je pense qu'ils ont commencé à parler des user stories autour de 96. La problématique qu'ils avaient, et qui n'est pas tant différente de ce qu'on a aujourd'hui, c'était plutôt pour les projets informatiques, mais à l'époque déjà, ben, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des experts techniques qui avaient, comme leur nom l'indique, là, une forte expertise, des fortes connaissances techniques. Et de l'autre côté, ben, il y avait des experts plutôt métiers pour lesquels non seulement donc, il y avait des règles métiers parfois complexes, mais en plus, ce qu'on essayait de faire là, c'est peut-être parfois, avec l'arrivée d'informatique, ben, de changer leur façon de travailler, de les amener un petit peu ailleurs. Donc on avait ces deux personnes-là qui parlaient des langages très différents, très pointus. Donc là, la volonté de Dexam Programming, c'était ben, les specs, la technique détaillée en amont, ça ne fonctionne plus. Il nous faut autre chose. Et c'est pour ça que les user stories ont été créés pour proposer une approche qui est plutôt centrée sur les besoins de l'utilisateur. Des années plus tard, on l'utilise encore. Pourquoi? Parce que ce qu'on essaie de faire, nous, c'est plus d'orienter sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit réaliser, mais plutôt pourquoi on le réalise. Pourquoi on veut faire ça? Et pourquoi on utilise les user stories? C'est parce que le format est volontairement petit, on va le voir plus tard, et simple, parce que notre objectif principal, une user story réussie, c'est quoi? C'est une user story qui va provoquer des discussions. Si la user story elle provoque des discussions, elle est réussie. Hmm. À partir de là, on va poser des questions, on va raffiner petit à petit la demande initiale, on va mettre tout le monde d'accord, là, un petit peu comme on est en train de faire là, on est tous en train de s'aligner, et derrière, eh ben, on va proposer des développements qui seraient plus fluides. Il y a plusieurs avantages là, avec les user stories, c'est que ce petit format là, tout bête, bah, en fait, ça favorise une collaboration grâce aux discussions. Ça favorise aussi une flexibilité parce que souvent, les user stories, on va le voir, ben, c'est petit, c'est fait exprès. Ça fait des petits morceaux qu'on va développer, indépendants les uns des autres. On va avoir du feedback et on va s'ajuster. Et enfin, ça facilite la priorisation parce que chaque user story, elle peut être évaluée selon la valeur qu'elle va apporter. Attention, petit disclaimer là, les user stories, c'est une bonne pratique parmi tant d'autres. Donc oui, on en entend beaucoup parler, oui, c'est beaucoup utilisé, mais il ne faut pas non plus tomber dans les dérives. C'est bien pour provoquer des discussions, mais parfois il y a des tâches qui sont peut-être plus techniques, qui n'ont pas ce genre de besoin, ou bah oui, en effet, peut-être que des specs un peu plus détaillés, ça pourrait suffire. Donc attention, je suis sûr que vous l'avez tous vu là, des user stories qui commencent à avoir un langage qui est compliqué, qu'on n'arrive plus à comprendre si on le fait lire par exemple par notre enfant de 6 ans, il y a peut-être une alerte à avoir. Toujours se poser la question pour une user story, est-ce que ça apporte une valeur tangible, une valeur visible à mon utilisateur avec un objectif explicite? Si ce n'est pas le cas, si c'est un peu plus technique, un peu plus perdu, bah, il ne faut pas non plus s'embêter là, s'enfermer dans un carcan en écrivant des user stories. Ouais. Et effectivement, le but d'une user story aussi, c'est il y a un formalisme préétabli, c'est-à-dire qu'il y a une façon de les écrire. Vous l'avez sûrement déjà tous vu passer dans vos mandats à un moment donné quelque part. Et ça répond aussi avec des critères d'acceptation à se dire, OK, comment cette story-là est finie. Comme disait Aurélien, effectivement, c'est une bonne pratique. Ce n'est pas la pratique universelle. C'est censé raconter une histoire, c'est censé être centré sur le besoin utilisateur. Et à partir de là, on peut construire quelque chose qui est cohérent. Donc le format qu'on connaît presque tous en tant que mon utilisateur, je veux quelque chose, un souhait, afin de faire quelque chose de mon objectif. Donc comment ça se transforme? Ça va être la thématique, la grande thématique qu'on va utiliser là pour notre partie théorique. En tant que voyageur spatial, je veux explorer de nouvelles planètes afin d'élargir mes connaissances et découvrir des espèces exotiques. Donc là, on voit bien que le voyageur spatial, c'est l'utilisateur. Donc on sert un client final. Je veux explorer de nouvelles planètes, c'est son souhait, c'est ce qu'il aimerait faire. Et afin d'élargir mes connaissances, afin de découvrir découvrir des nouvelles espèces exotiques, on a un but. C'est le plus important. Même dans certains cas, vous allez voir même des user stories où est-ce que le but, le afin de, passe tout en haut. C'est-à-dire qu'on va avoir afin d'élargir mes connaissances et découvrir des espèces exotiques, je veux explorer de nouvelles planètes en tant que voyageur spatial. Donc c'est ça le cœur de la user story, c'est vraiment un objectif final qu'on va rendre à notre client, à notre utilisateur, client,
Bref, appelez-le comme vous voulez, c'est ouvert. Donc oui, la user story, c'est une pratique, et dans cette pratique, ben, il y a des bonnes pratiques pour rédiger de belles user stories. Donc il y en a plusieurs. Nous, on en a ciblé deux là qui nous semblaient un peu plus intéressantes et qui sont complémentaires, on va le voir après. Donc la première, c'est les 3C. 3C pour carte, conversation et confirmation. Carte, c'est parce que, et je l'ai dit un peu plus tôt, une user story, on l'écrit là traditionnellement sur un petit papier cartonné. Le papier, il est petit. Bah, c'est fait exprès. Parce qu'on ne veut pas d'une user story énorme, on veut une petite user story pour raconter une histoire, pour, encore une fois, provoquer des discussions. C'est ça notre objectif. Donc le format est fait exprès d'être une carte petite. Le deuxième, c'est conversation. Je n'ai pas arrêté de le répéter, mais s'il y a un truc à retenir de ce soir, c'est que les user stories, c'est fait pour provoquer des conversations, des discussions entre le métier et puis entre les développeurs, entre nos analystes d'affaires et, et le client, toutes ces populations-là. Et enfin, confirmation, parce que oui, une fois qu'on a tué un celui, qu'on est bien d'accord sur ce qu'il y a à faire, la confirmation, elle va permettre de réfléchir sur comment je sais que j'ai bien réalisé l'objectif de cette user story. Donc, on va par exemple avoir une liste de critères d'acceptation. On va avoir en tout cas quelque chose, et ça, encore une fois, le format est ouvert, qui va nous aider sur comment je sais que j'ai bien réalisé la bonne chose pour les bonnes personnes. La deuxième bonne pratique, c'est le invest. Simplement, c'est indépendant. On essaie de les rendre les plus indépendantes possible. Si vous avez votre user story qui est dépendante d'une autre user story qui est dépendante d'une autre, ben, vous allez vite vous retrouver bloqué et pas pouvoir travailler dessus. Négociable, on est censé pouvoir discuter dessus. Tout n'est pas bloqué, tout n'est pas figé, comme disait Aurélien. Le but, c'est de discuter de valeur, d'où le afin de, qu'est-ce qu'on essaye de donner comme valeur à notre client. C'est le plus important, vraiment, ne pas oublier pourquoi on le fait. Estimable, dans le sens où est-ce qu'on parle de réalisable en un sprint? Est-ce qu'on parle de réalisable en un an? Donc si c'est réalisable en un an, c'est que peut-être votre user story est peut-être un peu grosse. Si c'est réalisable en une heure, peut-être qu'elle est un peu petite. Donc on demande pas une estimation à la minute près, mais avoir un ordre d'idée de se dire c'est assez petit pour rentrer dans un sprint, c'est déjà tout à fait cohérent. Suffisamment petit, je le disais juste avant. Le but, c'est que ça soit pas un monstre de complexité. Le but, c'est qu'on ait quelque chose qui soit viable et qui se tient tout seul rapidement et testable. Donc, on rejoint le fait des critères d'acceptation, de se dire, OK, est-ce que ça c'est bien terminé? Est-ce que on a fini cette user story? Exactement. Et là, vous voyez, ces deux pratiques-là, en fait, elles sont tout à fait reliées, hein. D'un côté, on a l'écart, de l'autre, on a suffisamment petit, on a les conversations, on a négociable, on a la confirmation, on a testable. Tout ça, là, ça veut dire à peu près la même chose, hein, on l'a bien compris. Exactement. Quelques requis non fonctionnels qui fréquemment ne sont pas des user stories. Des requis non fonctionnels qui vont construire le système, de la documentation par exemple aussi. On ne fait pas de user story documentation, sauf si vous êtes éditeur de livres et de documentation, hein, on s'entend. Je n'en voudrais pas à ce niveau-là. Mais si vous avez des requis techniques qui construisent le système, elles sont dans la user story, mais ce n'est pas la user story. Donc, on essaye de les intégrer dedans et faire en sorte que, ben, pour donner de la valeur aux clients, on a des choses à faire en interne, mais c'est aux côtés des développeurs et des gens qui sont experts techniquement, qui s'en occupent et qui le prennent en charge. Au niveau des découpages, comment ça se passe? Analyse des besoins d'affaires pour commencer, tout simplement. Ensuite, on commence à affiner avec le client, savoir un petit peu plus comprendre ses besoins, établir un petit peu de relationnel avec lui pour comprendre où est-ce qu'il veut aller. Ensuite, seulement ensuite, on formalise en user story. Et à partir de ce moment-là, on commence à pouvoir discuter avec la technique, avec le client. On commence à avoir notre format qui permet d'avoir toutes les discussions autour de ça. Et on va rentrer dans la zone où ça nous intéresse, de découpage. Le découpage, si nécessaire. Est-ce que notre user story est un projet en tant que tel? Ou est-ce que notre user story n'aurait pas besoin un petit coup de polish pour comprendre un petit peu où est-ce qu'on va? Oui, Raoula, je vois que tu as une main levée. Oui, c'est moi.
Donc, j'ai reçu quelques commentaires, en fait, si c'est possible d'avoir le plus possible de français, c'est-à-dire les stories, on parle d'histoire, il y a plusieurs niveaux de compréhension, c'est-à-dire il y a des niveaux avancés aujourd'hui avec nous, il y a des Mhm. niveaux qui sont en découverte de Bien sûr. l'agilité. Donc, si c'est possible de vraiment euh, bien expliquer les jargons. Merci. Alors, user story en français, c'est récit utilisateur. Parfait. On a utilisé le terme anglais parce que c'est son nom, tout simplement. Euh, j'évite de franciser les noms des personnes, donc j'évite de franciser le nom des pratiques aussi. Mais je peux comprendre. On appelle ça dans certains endroits les récits utilisateurs. Je sais pas, je vais revenir juste un peu en arrière. Est-ce qu'il y a des choses que on n'a pas traduit? Non, j'ai pas l'impression. Ok. Donc, ouais, Alors, pour récit. user story, là, après, on va traduire aussi. Oui, Ouais. merci. Donc, le découpage, là, à quoi ça va ressembler? Ben, on va partir d'un besoin. Donc, par exemple, là, nous, notre besoin, notre récit, ça va être de voyager dans l'espace. Sauf que voyager dans l'espace, bah, en commençant à discuter justement avec notre expert du métier, on va se rendre compte que ça veut dire certaines choses. Donc, qu'est-ce que ça veut bien dire? Ça veut dire qu'on va devoir travailler sur le contrôle des moteurs, par exemple. Ça veut dire qu'on va devoir travailler sur la gestion électrique. Ça veut dire qu'on va devoir répertorier des espèces exotiques parce qu'on se souvient l'objectif principal de la personne. Petit point de traduction, feature en français, fonctionnalité. Comme ça, au moins, on est sûr de ne pas l'oublier. Donc, vous voyez qu'on a pu découper notre user story de base, notre récit utilisateur de base, en plus petits morceaux. Donc, en tant que commandant, je veux contrôler les moteurs afin de piloter mon vaisseau. En tant qu'électricien à bord, je veux avoir sous la main toute la gestion électrique afin de m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et en tant que scientifique à bord, je veux répertorier toutes les espèces exotiques afin de documenter les planètes qui sont potentiellement habitables chez nous, pour nous. Donc voilà, donc on a à chaque fois un espace de découpage. Vous voyez qu'on a commencé à rendre un petit peu plus granulaire le sujet. Et ensuite, on peut rajouter encore un niveau de découpage. Exact. Là, ce qui va se passer, c'est que, ben, oui, donc moi j'ai déjà raffiné un petit peu mon besoin. Donc j'ai contrôlé les moteurs, mais je me rends compte qu'en discutant avec mes développeurs, ben, en fait, contrôler les moteurs, ça veut dire aussi des choses là qu'on a besoin de faire. Ben, démarrer le moteur, il faut les démarrer, il faut les arrêter, il faut régler la puissance. Pareil pour la gestion électrique, pour les espèces exotiques. Là, ce qui est intéressant, c'est que ben, notre travail, il n'est jamais perdu. Tout ce qui est fait, c'est juste que on est parti d'un élément qui était peu raffiné, mais on se rend compte, il était simplement plus gros que prévu, donc il est juste remonté. Donc là, on l'a remonté, notre demande initiale en épique. Épique, vous pouvez le traduire par épopée, c'est le terme qui est utilisé souvent. On a notre épopée voyager dans l'espace et on a les user stories. Et ce qui est intéressant, c'est que là, peut-être que dans certains cas, dans certains contextes, mes user stories, j'aurais été amené à encore les découper plus finement. La bonne granularité d'une user story, on ne peut pas vous donner un chiffre comme ça, on ne peut pas vous dire bah, c'est 2 jours de travail. Ça va dépendre à chaque fois de l'équipe dans laquelle vous êtes, du contexte de l'organisation, de la disponibilité de l'utilisateur. Pour certaines équipes, ça peut être un horizon de temps très court, comme quelques heures. Ça peut arriver dans des entreprises un peu extrêmes. Plus communément, bah, là, comme Romain l'avait dit, on va essayer de terminer ça dans une itération, dans un sprint de environ, souvent on est sur des sprints de 2 semaines, c'est ce qui est le plus commun. Et parfois, bah, peut-être que dans certains autres cas, une bonne user story, bah, ça ferait un mois. Et tout ça, c'est correct, il faut juste jauger un petit peu ça, selon son contexte. Avez-vous des questions sur ce qu'on vient de Ouais. traverser? Là, c'est la fin de la partie théorique, donc on peut prendre un petit 5 minutes pour répondre aux questions. Là. Ne repartez pas avec des doutes ou des regrets. Alors, dans le chat, on en a peut-être. Oui, on a des questions sur le chat. Est-ce qu'il est pertinent de donner une business value à une tâche dite technique que l'on ne pourrait pas définir dans une user story? On appellerait ça une technical story dans une expérience passée. La mise en place d'une clean architecture, par exemple, a selon moi une valeur métier car on garantit la pérennisation de l'outil en mettant en place cette tâche. Donc, donner une valeur métier à une tâche technique, ben non, c'est un petit peu ce qu'on disait là plus tôt.
il ne faut pas forcer l'utilisation de la user story. C'est normal que parfois on ait peut-être des leviers techniques là si on est en safe à implémenter, mais on ne va pas s'enfermer dans de l'estimation de business value, là, de valeur métier. C'est des tâches, on va plutôt réfléchir sur bah, c'est quoi le ratio de tâches techniques versus des tâches plus métiers que j'aimerais avoir. Et on va plutôt s'organiser comme ça. Est-ce que je peux me permettre de compléter ta réponse? Évidemment. Parce que en réalité, si je mets pas de business value, je vais avoir du mal à le vendre au niveau du métier. Parce que je suis dans un contexte qui est pas propice à l'amélioration continue. Et c'est pour ça que j'ai besoin de mettre une BV, pour qu'ils comprennent l'intérêt de la tâche. Bah, en fait, on ne juge pas le fait de mettre une business value autour. C'est juste le format user story, des fois, se prête mal à une tâche plus technique. Et dans ce cas-là, c'est ce que disait Aurélien, c'est qu'on n'est pas obligé à 100% de partir sur une tâche, sur une formalisation user story. Bien évidemment que des fois, des points d'architecture, des points de technique ont une grosse valeur pour la pérennisation de la solution. On n'est pas obligé d'utiliser ce format-là. Ça n'empêche que c'est tout à fait cohérent de mettre une business value sur votre tâche technique ou sur votre besoin technique. Ouais, on se souvient que le manifeste agile, là, il dit aussi la collaboration avec le client plus que la négociation contractuelle. Donc, il faut aussi avoir un climat de confiance avec notre client pour être suffisamment transparent avec lui par rapport à ses tâches techniques. Donc ça, attention, là je le dis, c'est facile. Parfois, ça demande aussi des petites étapes. Donc si cette petite étape, c'est de commencer par être une business value, c'est correct. Dans le chat, je vois dans quelle étape ce découpage est fait. Ça dépend des missions. Il n'y a pas un jour précis pour faire du découpage. C'est surtout à un moment quand on a récupéré les besoins les besoins utilisateurs, les besoins du client, qu'on va commencer à discuter avec la partie technique, ou est-ce qu'on va se poser la question de est-ce que c'est pas trop gros? Est-ce qu'on n'est pas en train de rajouter quelque chose d'immense? En Scrum, ce genre de travail peut être fait pendant l'affinage, la rencontre d'affinage qui est faite pour ça. Voilà. Après, c'est vraiment au besoin de la personne qui fait ces rédactions-là. Je vois qu'on a deux mains levées, on a Arsène et Zor, si je dis pas de bêtises. Alors, alors bonsoir. Ah, Désolé, je prends le séminaire de cours là. Euh, je voudrais sincèrement comprendre le plus simplement possible. Euh, déjà, on va dire, je suis pas un pratiquant mhm. proprement dit, du moins ici au Québec. J'ai si je mémorise bien, j'ai vu trois points centraux. Il y a l'EPIC, il y a Future et il y a User Story. Donc, pour que je puisse bien cartographier les mots dans mon cerveau, c'est le plus simplement possible, est-ce que je pourrais identifier l'EPIC comme un cours, un grand cours, les futurs comme des chapitres et les user stories comme des points? C'est ce que je voulais savoir. Alors oui, ce qu'il faut te dire, c'est que là, Epic tout en haut, c'est quelque chose de haut niveau, ça va être une initiative souvent moyen-long terme. Une feature, Mhm. on est sur un horizon de temps qui est plus court, mais qui va être D'accord. potentiellement de peut-être plusieurs mois. Et encore une fois, ça va dépendre là, de la granularité des contextes des équipes. Et Mhm. enfin, les user stories, où on est sur un sprint idéalement. Oui, les tâches. OK. D'accord. Merci. C'est ce que je voulais savoir. Plaisir. Vas-y. On a une deuxième Zor? main levée, et puis après, on va poursuivre. Ouais. Attends, ton micro qui est coupé. Allô, Ah excusez-moi. non? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfaitement bien. Oui. Bah, tout d'abord, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Honnêtement, c'est très bien expliqué. Bon, je me présente, je suis analyste d'affaires depuis presque 12 ans et ça fait 2 ans que je suis là au Québec pour pratiquer en tant qu'analyste d'affaires. Moi, ma question, c'est plus, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours commencer par faire l'épique et la feature avant de décortiquer en user story? Ou c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire on retrace toutes les user stories, puis après on repart pour voir
les épiques pardon, concernées et les features. Je sais pas si Euh, ma question est Ouais, si, claire. si, ta question est claire. Comme on a montré, de manière générale, tu commences avec un grand projet que tu as envie d'amener loin. Donc là, dans notre exemple, c'est explorer l'espace. Donc effectivement, c'est difficile de démarrer dans l'autre sens parce que tu te dis, OK, ma première truc de valeur, je veux démarrer des moteurs. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire? Ok, bah en fait, je veux piloter un vaisseau. Ok, mais pourquoi tu veux piloter un vaisseau? Parce que je veux explorer l'univers. Donc au final, en général, ta user story, elle vient en support de ton plus grand projet. Tu peux avoir des stories qui sont plus quand tu produis un nouvel outil pour tes utilisateurs, ou est-ce que tu as un utilisateur qui a un besoin ponctuel et tu peux y répondre sans avoir besoin de tous les niveaux supérieurs? C'était qu'un exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un niveau épopée, un niveau fonctionnalité et un niveau récit utilisateur. Vous pouvez avoir des produits où est-ce qu'il n'y a que des récits utilisateurs. Oui, c'est Ouais. ça. Parce que moi, en général, ce que je fais, c'est que je décortique mon projet en termes de fonctionnalités. Puis après, à partir des fonctionnalités, je vais au user story. Ouais. Mais c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. C'est aussi une autre manière de voir les choses. Mhm. Mais c'est Oui. tout à fait Et Et correct. deuxième question, Vas-y. oui, deuxième question, si c'est possible. Tout à l'heure, tu as dit la user story, il faut la discuter entre développeurs et aussi entre analyse d'affaires et entre les affaires aussi, bien entendu. Bien sûr. Mais oui. parce que des fois, on se rend compte qu'on fait, par exemple, on prépare nos user stories, mais c'est pas encore, il n'y a pas encore la liaison avec le développeur. Tu sais, dans des projets, on a juste le contact avec les affaires, donc on prend le Mhm. besoin, puis on n'a pas encore, on ne sait pas c'est qui le prestataire qui va prendre en charge le projet. Bien sûr. Est-ce que ça serait pertinent d'attendre que, est-ce que c'est dans les bonnes pratiques, c'est mieux d'avoir une discussion entre les trois partenaires, c'est-à-dire le développeur, l'analyste et les affaires? C'est ça ma Oui. question. Ou est-ce qu'on peut déjà commencer à tout faire Le, avant d'avoir le contact avec le développeur? Selon moi, le plus tôt le développeur a connaissance de la user story, le mieux c'est parce que même si tu es la meilleure analyse d'affaires du monde avec plein de connaissances à côté, ben, n'empêche que quand tu arrives là au niveau technique, le développeur, il va voir des choses que toi, tu n'aurais pas vues toute seule. Et tu peux pas, même si tu es génial, tu peux pas t'as pas les compétences suffisantes pour rédiger toute seule de A à Z une user story. Donc le plus tôt tu vas inclure les développeurs, le plus tôt tu auras les discussions et le plus tôt tu vas avoir des choses auxquelles tu n'auras pas pensé qui Mhm. vont influencer ton découpage. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que c'est d'ailleurs les contraintes qui se posent dans les Ça coupe. Oula, perdu. Zor, je crois qu'on t'a perdu. Ça coupe. Ouais. Ouais, ça ne marche plus du côté de Zor. Bon, merci en tout cas, Zor, pour tes questions. Ouais. On va continuer la présentation. Donc là, on va arriver sur la partie un petit peu plus crunchy, où est-ce que vous allez commencer à participer aussi. Donc, la pratique. Pour cet atelier numéro 1, on va vous présenter, comme on vous a dit, on va vous présenter les manières de découper. On va vous montrer des exemples. Et ensuite, on vous fera partir en sous-groupe et vous pratiquerez ensemble. On passera dans chacun des sous-groupes pour vous aider, vous accompagner bien évidemment. Et puis au fur et à mesure, on va faire grandir un petit peu tout notre backlog. Donc pour commencer, on commence gentil, on commence facile. D'abord, on va voir par opération, par conjonction. De façon différente, et même si je dis que c'est facile, elles sont très pertinentes parce que c'est parmi les techniques qu'on utilise le plus souvent. Donc, par opération, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'ai une user story initiale là, sur laquelle on va travailler. En tant que voyageur spatial, je veux répertorier les espèces exotiques afin d'élargir mes connaissances et documenter mes découvertes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par opération? Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme CRUD, création, lecture, mise à jour, suppression, ou create, read, update, delete en anglais. Donc, ce qu'on va faire sur cette user story là, qui est un petit peu complexe, eh ben, on va séparer les différentes opérations de lecture, de modification, de mise à jour, d'ajout. Donc, en tant que voyageur spatial, je veux scanner, donc c'est de l'ajout, des espèces exotiques afin de les identifier dans la base de connaissances. En tant que voyageur spatial,
je veux mettre à jour les espèces exotiques afin de maintenir la base de connaissances à jour. Là, on a l'update, on a la mise à jour. Et enfin, en tant que voyageur spatial, je veux consulter les espèces exotiques enregistrées afin de comparer les biomes des planètes. Là, j'ai la lecture. Et j'aurais pu aussi avoir, en tant que voyageur spatial, j'ai aussi besoin peut-être de supprimer des espèces exotiques là qui sont enregistrées, parce que peut-être qu'elles n'existent plus, je sais, ou peut-être que c'était une erreur ou des choses comme ça. Exact. Ensuite, vous avez le découpage par conjonction. Donc, en tant que voyageur spatial, je veux pouvoir collecter des échantillons de sol et d'atmosphère afin de mieux comprendre la composition des planètes que j'explore. Donc, vous avez vu que au milieu, euh, vous avez un et qui va couper votre user story. Donc, en tant que voyageur spatial, je veux collecter des échantillons de sol de la planète afin d'analyser la composition minérale. Je veux collecter des échantillons d'atmosphère afin d'évaluer la composition climatique et chimique de la planète. Et on veut analyser les deux ensemble afin de pouvoir voir s'il y a des interactions avec les deux et peut-être même si elle est vivable à terme. Donc là, vous voyez qu'il y a des découpages avec le et au milieu qui nous permet de découper la story en plusieurs parties. Ça va être flagrant si vous vous retrouvez face à des user stories qui sont un petit peu plus grosses que d'habitude et vous retrouvez là plusieurs mots-clés ou plusieurs virgules, des et, des ou, des mais et ce genre de conditions. Bah ça va vous allumer une lumière et vous dire, OK, je peux peut-être découper par rapport à ces conjonctions. Passons à l'action. Donc à partir de maintenant, on vous propose de nous rejoindre dans le mural. Je vais le partager s'il veut bien s'afficher. Donc revenez dans le mural qu'on vous a partagé tout à l'heure, qu'Aurélien vous a partagé. Et on va démarrer avec le premier exercice qui va apparaître tout à fait à droite. Donc on va vous envoyer par sous-groupe. Votre numéro de groupe correspondra au numéro de groupe que vous travaillez, avec qui vous travaillerez. Je vais juste les découvrir comme ça au moins tout le monde pourra, voilà, pourra se lancer dès maintenant. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Ce qu'on vous propose, c'est de commencer à faire un découpage avec un autre fil rouge de la soirée. Je suis le nouveau propriétaire d'une pizzeria. J'ai des besoins. Aidez-moi pour la mise en place de mon nouveau restaurant. Donc, on vous a mis une user story sur la gauche de chacun des groupes, de chacune des lignes. Euh, on vous l'a mis aussi en petit post-it si jamais vous voulez faire des copier-coller. Et à vous de découper ces user stories par opération et par conjonction. Ouais, donc il va y avoir 8 salles, vous allez être à peu près 6 là environ par salle. Si jamais nous on va se balader avec Romain, si on voit qu'il y a des soucis, vous pouvez nous interpeller, il n'y a pas de problème. Si là c'est bon pour tout le monde, je vais les démarrer. On va avoir environ là 10-15 minutes de travail. C'est C'est bon? bon pour tout le monde? Vous vous sentez à l'aise pour déjà commencer à découper des user stories? Euh, Oui, j'ai- Moi, j'ai pas compris la répartition. Ouais, moi Bah, non plus. vous allez être téléporté dans un groupe dans quelques Ah, secondes ok, ok, ça et marche. et vous aurez votre J'avais pas numéro de compris groupe. ça. Ok. Pas de C'est problème. bon. Donc je vais aussi, c'est bon, je vais ouvrir les salles. C'est ouvert, vous allez avoir un message vous invitant à rejoindre une salle. Pour la commander les bonnes planète. quantités. Je Mhm. vais gérer mon stock. Est-ce que c'est plusieurs façons d'écrire la même story ou c'est découper la story? C'est le C'est le découpe, couper. c'est le découpage, ouais. Le Exactement. découpage par opération, c'est les choses qu'on fait en base. Read, create, edit, créer, euh, lire, et éditer, mise à jour ou Mhm. supprimer. Ça par opération. Pour moi, le read, c'est connaître. Donc, l'opération de read, c'est connaître. L'opération de passer commande, c'est create. Mais les autres, j'arrive pas à les identifier. Bah, on peut partir de la connaissance du stock. La connaissance du stock. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, vous voulez déjà peut-être créer un nouvel item quand il rentre. Vous voulez peut-être modifier des choses quand vous avez des mises à jour de stock.
Et je vous en dis pas plus parce que sinon, je vais vous donner toutes les bonnes réponses. Ah, j'avais pas compris que c'était toi qui étais venu dans la salle. Ok, Oui, pas de problème, pas de problème. Je suis arrivé discrètement. ok. Je viens aider, je viens aider. C'est bon pour la consigne, c'était assez clair? Bon, je Ouais. pense qu'on bûche un peu là. Allez, je vous laisse travailler, je Ouais, en plus, je retourne suis aller voir d'autres d'accord. personnes. Bon courage! Donc, dans le groupe 2, ça découpe. Dans le groupe 3, je pense que... En tant que propriétaire, je veux passer des commandes. Là, je pense à l'objectif. euh, euh, pour, par exemple, les bonnes quantités, pour automatiser le processus. Je sais pas, c'est vague. Ou Non, pour, je verrais soit répondre aux commandes ou avoir le bon niveau de stock, là. en tant que propriétaire, je veux pouvoir passer des commandes. Euh, Bon, c'est très bon, vous avez l'air d'être bien lancé. S'il y a de quoi, là, vous pouvez m'interpeller. merci. Merci. Ok. Parce que là, on se demande, la question, c'est quoi l'objectif de passer? Tu étais dans la salle 3, Aurélien? Oui, Ok, super. J'ai ouais, fait ouais. salle 1 et 2. J'ai l'impression que ça découpe pas mal dans le groupe 5. Dans le groupe 6, ça a l'air très bien aussi. Je vais aller faire un saut dans le groupe 7. Le groupe Il 7, semble qu'ils sont un peu ok, moins nombreux, donc je vais aller faire un petit tour. c'est bon. Ok. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Alors, vous en sortez? Oui, ça va. Je Yes. vous rappelle l'objectif, refaire une Dear Story avec le formalisme habituel, Mhm. donc Mhm. je veux que afin de, et puis de faire ce qu'on vient de vous montrer, donc par opération, c'est-à-dire créer, lire, modifier, supprimer. Donc dans du stock, j'imagine que vous avez quelques idées de comment on peut faire ça avec du stock. Et Ouais. pareil, par conjonction, on a fait exprès de faire une grosse story avec quelques petites virgules et des petits et, afin de vous aider un petit peu. Donc ça va? C'est clair? Ouais. Yes. N'hésitez pas si vous avez une question, je suis là, je reste encore quelques secondes avec vous et puis après je retourne dans la salle principale. Moi, ma question, c'est juste quand on dit par conjonction, est-ce que on cherche la conjonction dans la user story en tant que telle? Dans la user story initiale, ouais, c'est ça, c'est le but. Soit la conjonction, soit la virgule. En général, on va chercher aussi la petite virgule qui permet de rajouter ou un petit ou au milieu. Donc oui, effectivement. C'est juste, genre, c'est presque les informations qui sont juste dans la user story, c'est ça? Ouais, Pour ressortir exactement. le maximum. Ouais, ok. Exactement. Oui. Ici, on a pouvoir gérer le stock et aussi on veut passer des commandes. Donc, Ouais. on voit qu'il y a deux user stories en dessous. Exact. Bon, ben, vous avez tout compris, je vous laisse découper alors. Merci. Euh, pour information, Aurélien est dans la salle numéro 3. Votre atelier. Ah, ok, salut Lydia. C'est Ah, Lydia, non? oui, c'est moi. Ok. Donc là, on a ajouté du stock, enlevé du stock. C'était quoi l'autre? Ajouter, supprimer. Je sais pas, la mise à jour, est-ce que c'est...
C'est On a c'est une clair. statut de commande pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. On a-tu assez, on a pas assez? C'était ajouter, supprimer puis modifier. Modifier, merci. Oui. OK. Je Puis pour pense la qu'il faut retourner dans la salle principale. Ils Ah, vont nous OK. rappeler tout seul, de toute façon. Ah, dans Il reste 45 40 secondes. secondes. Ouais. Mhm. Ils vont. On voit qu'il Réflexion. y a eu plein de bonnes idées. Aurélien, je te laisse prendre la suite. Oui, 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 oui. Donc, nous aussi, on a travaillé avec Romain. Juste, j'ai pas l'impression qu'il y ait tout le monde. Je vois que 27 participants. Encore 15 secondes là, ouais, le retour. On va attendre un petit peu. Ah oui, parce que on va oublier un peu de monde dans la. Ah oui, salle 5 n'est pas encore revenu. Ouais, c'est bon. Est-ce que tu peux repartager peut-être le mural pour Ouais, le témoin? j'arrive. J'étais en train de vérifier que tout le monde est en train de revenir. La technique est Bon un peu. retour tout le monde, je pense qu'on a récupéré tout le monde là. Ça a l'air. Ouais. C'était très Bon, rapide. j'espère que ça s'est quand même bien passé. Là, je sais que cette première session de travail, elle est toujours un peu plus intense. Mais je vous rassure, vous êtes bien débrouillés. Avec Romain, bah, nous aussi, on avait travaillé un peu. Donc, on a le Complet. groupe témoin. Et ça, attention, là, le mural, il va être consultable aussi après. Donc, nous, comment on a découpé ça? Par opération. Donc, on a dit, bah, je veux consulter mon stock afin d'assurer le suivi de mes commandes. En tant que propriétaire, je veux mettre à jour mon stock et je veux supprimer un élément de mon stock afin de le garder à jour après une réception de commande, par exemple. Et puis pour la conjonction, bah là, on ne s'est pas cassé la tête, il y avait le et, on a fait, bah, en tant que propriétaire, je veux passer les commandes depuis mon poste afin de m'assurer de commander les bonnes quantités. Et en tant que propriétaire, je veux connaître mon stock en temps réel afin d'assurer une bonne gestion des matières premières. Donc voilà ce qu'on vous propose. Ce qu'il faut retenir aussi là des exercices de découpage, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est juste des techniques qui vont donner des idées, qui vont déclencher encore une fois des discussions pour provoquer des découpages qui sont plus fins et plus réalisables. Encore une fois, comme l'a dit Aurélien, il n'y a pas une bonne réponse parfaite. Là, c'était nous qui on l'a inventé, donc forcément, c'était plus simple de découper avec nos idées. Et je suis convaincu que dans vos groupes, vous avez eu des super idées de découpage et des choses qui faisaient totalement du sens aussi. Donc, ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas mis la même chose que nous. Ouais, là, c'est un exercice difficile. Et puis, vous êtes dans un contexte que vous maîtrisez probablement pas, là, sauf si peut-être on a des gérants de pizzeria, mais en tout cas, bravo pour le premier exercice. On va pouvoir passer à l'atelier numéro 2. Pour l'atelier numéro 2, on va proposer un découpage, encore une fois, de deux manières différentes. Donc, on va proposer par workflow et on va proposer un découpage par critères d'acceptation. Donc, comme pour le premier atelier, on va vous montrer un exemple. Donc, imprégnez-vous bien de ce qu'on va essayer de vous partager. Et puis, vous allez essayer de le refaire, nous dans l'espace, vous dans la pizzeria. Je trouve que c'est un échange cohérent. Donc, dans notre user story initiale, en tant que voyageur spatial, je veux cartographier les régions d'une planète que j'explore afin de mieux comprendre sa géographie et d'identifier les zones d'intérêt. Donc, par workflow, on va déjà identifier les zones d'exploration prioritaires sur une nouvelle planète afin de les analyser et voir les régions les plus intéressantes. Ensuite, on va cartographier ces zones de la planète afin de documenter, en connaître un petit peu plus. Et pour la troisième étape, on veut annoter la carte pour se dire, OK, c'est ici qu'on pourrait atterrir, c'est ici qu'on pourrait se poser pour peut-être établir une colonie et faciliter les explorations futures. Donc, vous voyez, on a notre workflow, on identifie, on cartographie et on annote quand c'est nécessaire. Workflow, donc flux de travail. Oui, c'est vrai. Merci Dans le détail. Aurélien. Très bon point de le remettre en français. Alors, attention. Là, imaginez, je pense que ça nous est tous arrivé. On se retrouve avec une user story qui a l'air énorme. Puis quand on regarde là d'un peu plus près, on se rend compte qu'en fait, il y a plein de critères d'acceptation. Il y a plein de règles là pour valider le bon fonctionnement de ma user story. Ça peut être une des lumières qui s'allument de se dire pourquoi j'ai besoin d'autant de critères d'acceptation pour valider ma user story. Peut-être qu'elle est trop complexe.
Mais dans ce cas-là, une bonne façon de découper, ça va être tout simplement de découper selon nos critères d'acceptation. Donc là, on a raccourci, en tant que voyageur spatial, je veux pouvoir collecter des informations sur chaque planète explorée afin de construire une base de données pour comparer les conditions de vie entre les planètes. Et en critères d'acceptation, j'en avais plusieurs. J'avais l'enregistrement des informations dans la base, la documentation des conditions environnementales, la description des espèces observées. Donc j'ai juste repris les différents, et vous voyez là, les énormes critères d'acceptation d'avant, et je les ai découpés en user story. Donc en tant que voyageur spatial, je vais pouvoir créer un enregistrement pour chaque planète afin que les informations de base, afin de disposer d'une vue d'ensemble rapide des planètes explorées. En tant que voyageur spatial, je veux, le deuxième critère d'acceptation, documenter les conditions environnementales de chaque planète explorée afin d'évaluer leur potentiel de viabilité pour la vie. Et le dernier, donc, je veux pouvoir ajouter des informations sur les espèces locales observées sur chaque planète afin de comprendre la biodiversité et les interactions possibles avec les différentes espèces. Donc on avait une première user story qui était très complexe. Là, on a juste redécoupé selon nos critères d'acceptation pour les rendre un peu plus petites et tout de même indépendantes. Là, à chaque fois, on a bien trois actions distinctes. Donc, comme vous l'avez compris, comme tout à l'heure, passons à l'action. Donc, on va vous renvoyer dans les groupes. On va vous dévoiler une deuxième partie du mural. Et comme tout à l'heure, bah, vous allez reprendre vos groupes. On va vous renvoyer dans exactement les mêmes groupes. Et puis, vous allez avoir juste une ligne en dessous qui va se découvrir. Et à vous de jouer et de faire le meilleur découpage possible. On va vous laisser 10 minutes. On vous avait laissé 12 minutes lors du premier atelier. On va vous en laisser 10 pour celle-là. Et puis, on passera pour vous filer un coup de main si jamais on se rend compte qu'il y a quelques problématiques ou quelques questions qui n'ont pas été clarifiées. C'est bon pour tout le monde? Super. Et bien, j'ouvre les salles. Aurélien va vous téléporter. Bonjour. Bonjour. Donc là, c'est notre groupe 3. Ok. En tant que caissier, je veux enregistrer la commande, la faire payer et envoyer down, si tu veux. Ok, et envoyer le tout à la Excuse. cuisine. C'est correct. Je croyais pas que c'était. Ok, je m'excuse. Donc, juste pour pouvoir lire afin de pouvoir servir le client. Donc, CA. CA, c'est comment? Non, c'est pas comment. CA, c'est l'abréviation de quoi? C'est A1, une Critère alerte. Ah, critère d'acceptation. d'acceptation. Ok. Ouais. Critère d'acceptation. Une alerte s'affiche. Ok. Hmm. Étienne est le scribe du groupe. Il y a de l'air comme assez quand même habitué. À l'aise à faire tout ça. Ouais. Puis là, c'est quoi le plan de match? Peut-être aller par les deux critères d'acceptation, c'est peut-être les deux plus faciles parce qu'on les a déjà décrits en tant que caissier. C'est quoi? Il faut les découper dans le workflow. Premièrement, c'est prendre la commande. Deuxièmement, c'est faire payer. Puis troisièmement, c'est envoyer à la cuisine. C'est ça? C'est comme s'il y avait 3 workflows, si je comprends. Non? Comment vous voyez ça? Je vais enregistrer la commande. On va faire payer, envoyer. Ah, c'est ça en fait, je pense. Fait que le premier workflow serait je veux enregistrer la Enregistrer, commande. Ça oui. s'arrête là. Afin de pouvoir servir Pouvoir le servir le client. client.
Puis le deuxième, ce serait faire payer. Exact. Puis le troisième, ça serait envoyer en cuisine. Vous Ça, voulez que je modifie? Envoyer la commande en cuisine, ouais. Hmm. OK. Puis les critères d'acceptation, on les découperait comment? Mais ils sont déjà là, on a deux. On a juste à les mettre, puis on les répète, c'est tout? Une alerte s'affiche, là, fait qu'il faut dire, afin qu'une alerte s'affiche, Enregistrer. Je veux envoyer la commande en cuisine pour la servir au client afin de la servir au client. Je l'ai pris de l'avance. Qu'est-ce que tu as dit, Bernie, tantôt? Je veux créer une alerte. Ouais, moi j'ai mis j'ai besoin de chronométrer le temps afin d'enregistrer. Afin de. Où tu l'as mis? Tu l'as mis où? Et je suis en train de l'écrire ici, là. Attends. On te voit pas, hein? Ouais, tu n'es peut-être pas dans le bon groupe. On est le groupe Le 1, groupe nous. 1. Oh, parce que je viens de dézoomer, puis je suis rendu dans le groupe 5. Oups. J'ai dézoomé, puis je suis tombé dans la mauvaise place. OK. Ah, te voilà. Là, c'est bon, te voilà, ouais. OK. Fait que là, ici, ça va être en tant que caissier, j'ai besoin de chronométrer le temps de la commande Afin d'afficher une alerte d'afficher une alerte. à plus de 10 minutes. Ouais. Alerte après plus de 10 minutes. Bon. Puis le deuxième critère d'acceptation, lui, la commande est automatiquement validée lorsque le client paye avec sa commande en ligne. Ouais. C'est avoir un système qui valide la commande automatiquement quand le client paye en ligne. Je dirais en tant que la commande est automatiquement. J'ai besoin. Et l'autre, c'était. OK. Le premier qui a été mis, Franck, est-ce qu'au final, c'est un critère d'acceptation? En tant que cuisinier, je vais pouvoir valider automatiquement une commande lorsque le paiement est fait en ligne afin de l'envoyer à la cuisine. C'est les deux qui sont identiques? Ouais, j'ai l'impression que Pauline a fait pareil, le cas Ouais, c'est ça, ils sont pareils au final, ces deux-là. sont pareils. Donc l'autre, c'est en tant que caissier. Ouais, je peux aller le changer. Je veux qu'une Ouais. une alerte s'affiche lorsque la commande. Ouais, je vais le changer. Parfait. En fait. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que tu t'es engagé sur quelque chose, parce qu'au niveau du sprint, tu t'engages sur un objectif, et donc des tâches qui sont correctement découpées et qui sont ready en termes de critères d'acceptance. Et là, tu t'aperçois qu'en cours de dev, c'est trop gros. Donc, je vois pas je vois Ok. pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais au cours de sprint, tu as des user stories qui sont en retard et qu'il y a des dettes, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit au niveau de la compréhension des user stories, soit au niveau de la composition des user stories. C'est d'où l'objectif d'aller au grooming par la suite. Parce que le grooming, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Tu peux tout simplement le review, le rétroprospectif, si tout va bien. Mais le grooming, l'objectif, c'est de revoir si jamais il y a une malcompréhension, s'il y a une estimation qui est mal faite, donc de revoir tout ça. Voilà. C'est un avis, je sais pas. C'est un avis, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'essaie de partager avec vous. C'est à vous. Donc, Oui, à fur et à mesure aussi que tu commences à travailler ou que tu commences à évoluer, peut-être avec de la nouvelle information, tu découvres quelque chose sur la marche et tu dis, ah, et il faut tenir ça en compte et ça commence à grandir, alors on devrait le séparer.
Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec Le toi. PO construit ce récit au commencement, c'est le PO qui le fait à partir de besoins qui ont été spécifiés, mais quand il commence à travailler, à passer ça à l'équipe, l'équipe va commencer à... Je l'ai pris comme une confirmation au client, mais ça peut être invalidé dans le système pour être sûr qu'elle sera jusqu'à la cuisine, exemple. Donc, il y a Oui. différentes façons de l'interpréter. Est-ce que vous voyez ce que j'ai écrit? Non, Je le je vais regarder à droite. La seule chose qui me gêne, c'est que là, tu mets un lien entre le fait que le client reçoive une confirmation et le fait qu'elle soit préparée rapidement. Ouais, ben, C'est deux choses distinctes. peut-être juste préparer, en fait, là, sans nécessairement, tu sais, qu'elle soit, parce que, tu sais, à partir du moment où tu reçois la confirmation, tu sais que, parce que s'il n'y a pas de confirmation, tu sais pas que comme la transaction a été acceptée, ils vont-tu faire quelque chose avec, tandis que si tu as une confirmation, ben, tu peux prendre pour acquis que quand tu vas te présenter au restaurant, ta pizza va être prête. Oui, Ben, ça se trouve, ou tu vas ça avoir l'heure. pourrait, Vous devez être plus habitué d'avoir des cas théoriques. Ouais, c'est ça Ah, l'intérêt de faire l'exercice. Ouais, C'était la salle. c'est ça. À tout Comme à ça, on l'heure. apprend, hein. À la suite. Ouais. ouais. Bon, ben, bravo, Oh, gang. Le premier, c'était par rapport au scénario, c'est ça? Ouais. Mais Bah, en tant que client, je vais avoir une liste de pizzas que je peux commander afin de choisir mon repas. ouais, puis je vois pas trop de scénarios différents à part commander une pizza. Puis je vais Bah ouais, pas mais passer tout le. en Je peux fait, pas. un des scénarios, c'est de pouvoir choisir quelle Modifier. pizza tu veux parce qu'il n'y en a pas une seule. On pourrait aussi modifier une commande avant de l'envoyer. Ah, Tu Oui. l'ajoutes au panier, mais soit tu veux la modifier, soit la supprimer, soit ajouter des trucs. On et pourrait même ajouter. est-ce que ce serait une commande en ligne? Est-ce que ce serait une commande en présentiel? Est-ce que ce serait des scénarios différents? Oui. Ça pourrait être des scénarios aussi, en effet. Hmm. Il y a des scénarios où on peut aussi avoir la taille de la pizza qu'on veut commander. Donc, OK. Donc, on pourrait dire, je veux, en tant que client, en tant que client, euh, Scénario, faut trouver Je une veux histoire, en commander en fait. ligne une OK, pizza, c'est ça? Quelque chose de même? euh, qui organise, je sais pas, qui organise un dîner d'équipe. OK, ouais. Mhm. Je veux commander une pizza. Je veux commander des C'est pizzas ça. en ligne Tout, afin ouais. de sustenter toute l'équipe. Pas me sustenter, mais sustenter toute l'équipe. Ouais. OK. Fait que le scénario, c'est que c'est une commande de pizza pour l'équipe. Que tu peux commander en ligne. En ligne, ouais, c'est ça qui est le plus important. Fait qu'on a juste un scénario. On pourrait en avoir 14, là, mais ça serait celle-là. Exact. Ben là, on peut en faire un deuxième, mais on peut commencer juste par un. Si on en veut un deuxième, on pourra en faire un deuxième. Ouais. Là, par persona, Personnel.
C'est quoi la différence? C'est je suis directeur d'entreprise ou là c'était le cuisinier ou le commandant du vaisseau. Fait qu'il faut trouver une personnalité, persona, qui veut. En tant que. On peut reprendre ton exemple, Étienne, hein, en tant qu'étudiant. Ah ouais, t'as tes étudiants. Ben oui. Ils font tes étudiants, ils finissent une game de football, c'est ça? Ok, étudiant. Après un match du Rouge et Or, hein, vu que vous êtes la majorité à Québec. Hein? Ouh, j'ai vu elle. Go, Ruel, go. Après un match victorieux, 0 Gérard. Ah, ok, ok. Un match victorieux du Rouge et Or. Je veux commander une pizza afin de. Pour tous les membres de l'équipe, c'est ça? Commander une pizza pour tous les joueurs. Afin de. Ah, De récompenser tous les joueurs, c'est ça? afin de Mais est-ce qu'il faut célébrer. dire le moyen ici, Étienne? C'est genre, je veux commander une pizza Ah, ouais. par téléphone ou enfin par en ligne aussi? On Faire précise. livrer, quelque chose comme ça? Non? Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Je sais pas, là, je m'amuse. Pizza afin de célébrer cette incroyable et trop probable victoire. Mais son moyen, comme disait Fabien, ce serait quoi? Ce serait commander en ligne, commander, faire livrer. Je veux Je veux contacter, quand parce qu'il y avait une notion de contact. même de mon cellulaire. Ah oui, de mon cellulaire. Ouh là là, déjà? Déjà. Bon, on a au moins un de chaque, c'est quand même bien. Ouais. Verra. C'est super. Ça décrit mieux c'est quoi la différence entre scénario et personnage. Là, c'est sûr qu'on dans le persona, on a mis peut-être un peu de scénario à travers, là, mais c'est plus le persona, c'est bon, je suis un étudiant après un maths, donc je veux Ouais. pouvoir me. Mais tu sais, C'est comme c'est ça. Comme dans capitaine son de vaisseau. exemple qui disait dans le vaisseau, je suis le commandant, je veux pouvoir parler à l'équipage pour telle telle Ouais. raison. Le, le- le- le chef cuisinier veut pouvoir dire à l'équipage des choses. Donc là, c'est ça, tu sais, persona pour une pizzeria, c'est bon, mais qui va commander une pizza? Tu C'est peux avoir des l'étudiant. étudiants, tu peux avoir un travailleur, ça peut être un travailleur au service à l'auto, ça peut être, tu sais, des. Ouais, mais ça peut être dans l'autre sens aussi. Dire, en tant que pizza YOLO, je souhaite informer mon client que sa pizza sera prête dans 10 minutes. Aussi, effectivement. C'est ça. Effectivement. Ou j'ai une nouvelle recette à vous proposer. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, hey, ça fait plaisir. C'était, Ouais, ça donne le goût de merci. manger une pizza. On vient de changer de planète. Ouais, Oui. ça va vite de nos Hélène, jours. est-ce que tout va bien pour toi? Hey, je commence à comprendre, Hawea. Oui, J'ai des bravo. collègues super qui m'ont appris à faire du découpage. Waouh. Prochaine étape, on vous fournira tous une paire de ciseaux. Ça sera un redoutable. Ah oui, beau bricolage. De la pensée. Exactement. Est-ce que vous voyez tous mon écran? On voit que tout le monde est en train de se Oui. reconnecter. Là, c'est bon, on a Oui, récupéré tout le monde. Super. Rebienvenue pour la suite de l'atelier. Oui, bon retour. En termes de ce qu'on avait imaginé, nous, de notre côté, au niveau du workflow, on avait imaginé en tant que caissier, je veux enregistrer la commande du client. Ensuite, en tant que caissier, je veux faire payer le client. Et pour finir, je veux envoyer la commande en cuisine. Donc, vous voyez bien le flux de travail. On récupère la commande, on récupère le paiement, on envoie tout ça en cuisine de manière très séquentielle. Voilà, j'arrive plus à trouver le mot. Donc, voilà par workflow, ce qu'on avait nous imaginé. Côté critères d'acceptation, L'extraction, on en avait deux, donc l'alerte qui s'affiche quand une commande est en attente depuis plus de 10 minutes et la commande est validée lorsque le client paye. Ben, tout simplement, en tant que caissier, je veux recevoir une alerte sur mon écran lorsqu'un client attend depuis 10 minutes. Et
En tant que caissier, je veux que les commandes Internet apparaissent automatiquement avec mes commandes en cours afin de servir les clients par ordre de priorité. Et Voilà. c'était ça dans notre groupe, on se posait comme question. Pour nous, c'était logique aussi, par critère d'acceptation, c'était logique aussi de mettre aussi le début. Parce que là, on s'était dit, là, on respecte que les critères d'acceptation, on ne les respecte pas ce qui doit être développé en priorité. Ça veut dire, je veux enregistrer la commande, la faire payer et l'envoyer en cuisine. Oui, bien sûr. Mais ce n'est qu'un exemple de comment Ok, vous pouvez les découper. Bien évidemment qu'il y a des choses à redécouper derrière et que c'est peut-être pas ok, la logique. ok, ok. C'est vraiment un exercice, hein. On est d'accord que dans la vraie vie, on ne veut pas faire un écran avant d'avoir commencé à récupérer la commande. C'est Ok. évident. C'est juste pour vous faire pratiquer un petit peu ou vous rendre compte que ça marche dans différents contextes aussi. Parce qu'on est souvent dans des contextes TI, mais vous voyez bien que ça peut fonctionner dans un contexte totalement différent d'une création d'une pizzeria ou d'une création d'un vaisseau spatial, qui est encore un univers bien à part. Mais on a juste imagé pour vous montrer que ça peut être utilisé dans beaucoup de cadres divers et variés, et pas uniquement juste avec des TI. Pour nous, on avait été plus mercantile, on y allait avec préparer uniquement les commandes qui avaient été payées. Ouais, c'est tout à fait logique. Et puis, il n'y a pas de mauvaise réponse, là, encore une fois, c'est juste des techniques là pour allumer des lumières sur certaines situations. Donc, Il tout est est très évident qu'il y a certains points qui demandent à être découpés pour être plus clairs, pour mieux comprendre le besoin initial, pour mieux pouvoir raconter une histoire derrière. On va Donc ça, continuer pour avoir le temps de faire ouais, le dernier exercice. Et puis on restera avec Romain un petit peu après, de toute façon, pour ouais. échanger là avec ceux qui veulent ou pour répondre aux questions. Bien évidemment, on se rendra disponible pour vous. Donc, comme tout à l'heure, on va continuer sur l'exercice numéro 3. Il nous en reste plus que 14 à faire pour ce soir. Non, C'est le c'est pas dernier vrai. de la soirée, vous inquiétez pas. On se Ça retrouve pour sera le après, petit déjeuner. ça sera après, a priori le dernier exercice de ce soir. Euh, on va vous proposer un découpage par scénario et un découpage par persona. Donc, par scénario, je veux pouvoir analyser l'atmosphère des planètes que je visite afin de savoir si elles sont habitables pour l'humain. Donc par scénario, on va poser la possibilité d'avoir plusieurs types de planètes. Donc on va avoir sûrement des planètes telluriques. Donc je vais analyser l'atmosphère d'une planète tellurique qui va sûrement avoir d'autres paramètres que par exemple une planète gazeuse. Donc vous voyez que vous avez déjà deux scénarios qui sont différents. Quand vous allez avoir une planète tellurique, vous n'allez pas la scanner de la même manière que quand vous allez scanner une planète gazeuse. Et dernier point, vous allez peut-être avoir une planète qui est complètement glacée aussi. Donc comment on réagit, comment on scanne, ben, le fait d'avoir splitté en trois récits utilisateurs différents nous permet de pouvoir à chaque fois adapter notre approche, adapter notre attente de résultats et adapter aussi nos critères d'acceptation et tout ce qui va derrière. Donc ça, c'est pour le découpage par scénario. Découpage par persona, donc par type d'utilisateur. Donc, en tant que voyageur spatial, je veux communiquer avec les membres de l'équipage afin de les informer rapidement de toute information pertinente. Donc, c'est quoi le découpage par persona? On va se mettre à la place là de certains rôles. Donc, par exemple, le premier, en tant que commandant, je veux communiquer à tout le monde en cas de changement d'objectif afin que tout le monde soit aligné dans sa mission. Mais il n'y a pas que le commandant qui peut communiquer. Le cartographe, il veut pouvoir communiquer avec le commandant afin de pouvoir orienter la mission vers des objets intéressants. Et puis, il y a aussi le chef cuisinier, c'est très important dans un vaisseau. Je veux prévenir les membres quand la nourriture est prête afin que tout le monde mange chaud. Donc voilà, là, on a la communication, mais on a bien trois cas d'utilisation bien distincts. Trois personnages derrière qui vont utiliser les moyens de communication de manière assez différente. Un commandant n'a peut-être pas le même besoin de communication que le chef cuisinier. Pour cette dernière partie, je vous propose de repasser à l'action une dernière fois ce soir et donc d'aller vous rendre sur la troisième ligne que Aurélien a sûrement déjà ouvert parce qu'il est très pro-efficient et il va vous envoyer dans les salles. Et là, attention, vous n'avez plus que 5 minutes. Allez. Vous, que c'était pas trop difficile, mais je vois vous êtes vraiment pas mauvais, hein. Ouais, je vois qu'il y a de l'expérience là-dedans.
Donc, comme tout à l'heure, on va vous proposer ce qu'on avait imaginé avec Aurélien à la base. Donc, en tant que client, je veux commander une pizza afin de me sustenter. Par scénario, en tant que client, je vais être installé en salle après mon arrivée afin de déguster ma pizza sur place. On peut aussi, en tant que client, la commander et passer au comptoir afin de récupérer sa propre pizza. Et le dernier scénario possible, c'est de commander sa pizza et de se la faire directement livrer à son domicile. Simple. D'ailleurs, Commande en ligne, il aurait pu avoir commande par téléphone, commande par je ne sais oui, c'est quoi. ça. Par une plateforme ubérisée comme vous le souhaitez. Donc, vous avez différents scénarios possibles, différentes possibilités de commandes, tout simplement. Et ensuite, Et par persona, donc nos personas, nous, qu'on a ciblés, puis il aurait pu en avoir d'autres. Une famille nombreuse, par exemple, donc en tant que famille, je veux commander plusieurs pizzas, dont des petites, afin que je puisse nourrir ma famille, avec des menus enfants, des choses comme ça. En tant que femme d'affaires, je veux commander un menu avec on a mal écrit, des menus simples, afin de manger rapidement le midi. Pareil, on aurait pu avoir le même scénario avec des travailleurs le midi. En tant que couple aussi, je veux commander une belle pizza, peut-être en forme de cœur, afin de partager et passer une bonne soirée. Fêter la et Saint-Valentin. on a une personne qui nous a rajouté en tant qu'étudiant, après un match victorieux du Rouge et Or, je veux commander une pizza à partir de mon cellulaire afin de célébrer Et oui, cette incroyable et trop peu probable victoire. J'ai, Merci à la personne qui a rajouté ce cas d'étude tout à fait pertinent avec la pizza. Ça, c'est typiquement tunisien, c'est l'espérance, ça. j'ai une Donc, question rapide. ouais, Je vois que dans le fond, par Persona, c'est uniquement des clients. Dans notre scénario, à nous, ce qu'on a fait avec Persona, c'est plus un client, un cuisinier qui veut préparer la commande du client, le caissier qui veut prendre une commande par téléphone. Donc, les Persona, c'est pas juste côté client. Fait que est-ce que c'est correct ou c'est juste la façon que. tout est correct. Là, les personnages, c'est vraiment des types d'utilisateurs qu'on va cibler. Donc là, nous, on était plus orienté client. Donc, on avait des types de clients qu'on voulait cibler, des couples, des familles, des gens actifs, des étudiants. On peut aussi avoir différents personas. Là, pour les employés du restaurant, en effet, on pourrait avoir peut-être qu'en cuisine, ils sont plusieurs. Donc, on a peut-être un autre chef cuisinier, on a peut-être des commis. Tout ça, c'est des personnages différents qui vont avoir des interactions aussi différentes avec les clients, avec les ingrédients, avec le four, et ainsi de suite. c'est ça. Encore une fois, c'est pas du tout une mauvaise réponse. Le fait est que ça crée votre discussion avec ton équipe. Ça permet d'échanger sur comment on va faire pour réussir le mieux possible à satisfaire le client et que sa demande initiale de se sustenter, donc de manger, soit atteinte, tout simplement. C'est bon. C'est passé à la, ok, passons à l'action. Donc, on arrive sur la fin de l'art du découpage. On vous a présenté déjà 6 façons différentes de découper. Opération, conjonction, flux de travail, critères d'acceptation, scénario et persona. Sur le support qu'on vous enverra, il y en a 3 de plus par type de données, par complexité, par performance. Donc vous pourrez en prendre connaissance. Pareil, ils sont listés de la même manière que les exemples précédents. Et pareil sur le mural, on vous a même préparé un petit cadre si jamais vous avez envie de vous entraîner à l'avenir. C'est juste que sinon on allait finir à 22h30. Et je pense que certaines personnes ont une vie à côté. Donc on vous a laissé de quoi vous instruire de votre côté. Ouais. Tout ça, là, comme les supports vont être accessibles, n'hésitez pas aussi, là, même après la présentation, à nous contacter avec Romain si vous avez des questions, si vous avez des choses qui vous ont frustré, peu importe. Envoyez-nous des messages et puis nous, on se fera un plaisir là, de voir comment on peut vous aider. Exact. Pareil, on va passer à la période de questions. Donc, ceux qui ont levé la main, avec grand plaisir, on va répondre à vos questions. On vous a fait un petit Mentimeter. Si vous voulez bien, on a besoin de votre feedback, ce que vous avez pensé de l'atelier. Donc, n'hésitez pas, soyez clair et transparent. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On aimerait juste nous améliorer pour la suite. Ouais, c'est très rapide, hein, le Mentimeter, là, il prend quelques minutes à compléter. Donc, Et n'hésitez encore. pas, ça fonctionne bien en plus. Là, c'est pas comme Mural, ça fonctionne bien sur téléphone. Ouais, c'est ça. Il y a que 247 questions, donc on a hâte vraiment d'avoir votre feedback. Non, c'est pas vrai, il y a 4 questions, je crois. Donc, merci pour ceux qui le feront.
Question, Laetitia? Oui, Tu dois avoir mal au bras depuis que tu as la main levée? ouais, complètement. Tout à l'heure dans le groupe, j'avais posé la question, tu sais, dans le découpage par scénario, mais ça peut aussi être à d'autres endroits. Il y a des moments, la user story commence de la même façon, mais par Mhm. contre prend des tangentes, un peu comme si on avait des spécifications différentes. Est-ce qu'on fait une user story différente à chaque fois, un ratio utilisateur différent, ou alors est-ce qu'on peut commencer par un même ratio utilisateur, mais qu'ensuite on peut tu sais, diviser peut-être dans le carnet de produits ou je sais pas. En fait, ce qu'il faut penser dans les user stories, qu'est-ce qui est important? C'est surtout la fin, le afin de, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Donc, suivant la façon dont vous la montez, vous pouvez mettre le afin de en premier, ce qui fera une user story différente. Et le but, c'est de pouvoir découper, de pouvoir adresser à chaque fois. Donc oui, forcément, des fois, vous allez avoir des user stories qui se ressemblent, qui vont peut-être commencer de la même manière. Forcément, vous essayez de par le même client, qui va peut-être avoir la même proposition, le même souhait, mais pour une valeur différente. Ou pareil, vous allez avoir un souhait qui va être différent, mais toujours pour pouvoir avoir le même objectif de valeur à la fin. Donc, dans la gestion du backlog, c'est comme vous le souhaitez. Dans la gestion du carnet de produits en français, c'est comme vous le souhaitez, ce qui est le plus lisible pour vous. Mais avoir votre user story complète avec à chaque fois ses spécificités, ça fera aussi de quand quelqu'un ouvre votre carnet de produits, peut le lire rapidement et peut se rendre compte rapidement de ce que vous voulez amener et pourquoi vous le faites d'une manière un petit peu différente. Ouais, peut-être prioriser une cible Exactement. différente. Ok. Exactement. Peut-être que dans ta pizzeria, au début, ta cible prioritaire, ça sera les familles. Et peut-être que les couples, pour l'instant, c'est pas ton objectif, ou en tout cas pas de suite, et faire une pizza en forme de cœur, c'est pas vraiment ce que tu veux faire de suite. Donc, Ouais. pour l'instant, tu le mets un petit peu plus bas. C'est ça, Ok. c'est des variations que tu as, et plus tu as de variations, plus tu as d'idées. Bah après, c'est juste à toi là de savoir ce que tu veux prioriser, jusqu'où aussi tu veux aller selon bah, les besoins de tes utilisateurs. Attention à pas tomber dans le piège aussi, à se dire, bah oui, on a plein d'idées, on va les entasser dans le carnet de produits. Ouais, exactement. Plus la bonne chose à faire, au bout d'un moment, il faut aussi avoir un carnet en bonne santé et qui est transparent, donc qui est bien maîtrisé par tous. On parle de lean aussi, hein, lean agile, souvent, le but, c'est pas d'avoir un carnet qui fait 453 items et qu'on est capable de faire que 5 items par jour ou par mois. Ça ne sert à rien. Donc, avoir une taille qui est raisonnable avec vraiment ce qu'il nous faut dans les prochaines itérations, on va pas beaucoup plus loin. Mm. Merci. Wizor, tu as une question? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très Très bien. bien. Oui. Oui. Bon, merci encore pour la présentation. Donc, de ma part, j'ai répondu aux deux sondages. C'est bon, c'est fort, c'est fait. Et tout à l'heure, on avait des questions super intéressantes dans le groupe. Tu sais, quand on a essayé de découper par critères d'acceptation, puis on s'est demandé, est-ce que ça serait trop tard de découper la user story quand on est en train... Il y a déjà les critères d'acceptation, ils sont déjà établis. Donc, c'est pas vraiment le moment de découper la user story. Ou est-ce que ça peut se faire tout de même dans le grooming? C'était ça les deux questions qu'on s'est posées. On va dire, je te laisse répondre ou j'y vais? Vas-y, pardon. Il s'étouffe. Non, évidemment que non. On a vu juste avant qu'on pouvait découper par critères d'acceptation. Donc, quand vous avez des critères d'acceptation qui commencent à émerger pour votre user story, ben, vous allez avoir de plus en plus de critères d'acceptation. Et le but, c'est pas de la rendre totalement hermétique et totalement inchangeable. Donc oui, effectivement, même si vous avez des critères d'acceptation, vous êtes toujours à même de la découper, la splitter et que ça fasse toujours du sens pour votre utilisateur. Donc non, vous n'êtes pas obligé, quand vous avez un premier critère d'acceptation, de figer la story. Le but, c'est que ça ne soit pas figé non plus, hein. C'est vivant, ces items-là. C'est pas fait pour, une fois qu'on l'a fait, on n'y touche plus jamais. On doit pouvoir le négocier. Comme dans les pratiques invest, c'est négociable, ça reste quelque chose que on peut toujours discuter, raffiner, remettre au goût du jour en fonction des besoins, des nouvelles connaissances et de ce qu'on a appris au fur et à mesure de notre développement de produits. Ouais, moi, il y a quelque chose qui me peut poser une question, c'est le trop tard. Bah, le trop tard, en fait, ça dépend vraiment là, de l'énergie et du temps qu'on a mis dans la rédaction de cette user story. Est-ce qu'on n'est pas allé trop fort, trop rapidement? N'oublie pas que la user story, elle est petite, elle veut provoquer une discussion. Potentiellement, dans certains cas, bah, on a des critères d'acceptation parce qu'on l'a déjà présenté
aux développeurs. On a déjà raffiné cette story. Donc, peut-être que dans ces scénarios-là, dans ces cas-là, non, ça va plus nous intéresser beaucoup là, de découper par critères d'acceptation, mais c'est juste parce que les critères d'acceptation, ils ont été écrits assez tardivement. Mais il y a certains cas où on les a beaucoup plus tôt. Exact. Oui, Julien? Merci déjà pour la qualité de l'atelier et de la présentation. De rien. J'ai plusieurs questions. D'abord par rapport à votre intervention à l'heure d'aujourd'hui, parce que tu dis que la carte, enfin le récit utilisateur, il est toujours négociable. Enfin, moi, je partage pas trop ça en fait, parce que je pense que quand on est dans un sprint, les devs se sont déjà engagés en fait sur des critères d'acceptance et sur un contrat finalement. Et là, on est plus censé challenger en fait. Et, Bah, c'est ce que et disait Aurélien, c'est que là, on arrive dans le trop tard. Si on commence déjà, qu'on a eu déjà les discussions, qu'on a eu déjà tout ce qu'il fallait autour, effectivement, on est peut-être déjà en train de développer et déjà en train de fonctionner là-dessus. Donc, on va peut-être pas changer les critères d'acceptation au plein milieu du sprint. Ça fait plus de sens. On peut aussi se poser la question si ce qu'on est en train de développer fait toujours du sens pour notre client. Et là, on peut encore se dire, aïe, en fait, on se rend compte que le marché a pris un virage inattendu. Euh, Exemple tout bête, hein, on développait plein de super moteurs pour faire des macros, des choses comme ça. Puis d'un coup, l'intelligence artificielle est arrivée et on a tous changé d'un coup de façon de. Il y en a beaucoup qui ont changé leur façon de travailler. Donc, on s'adapte aussi au marché. On a aussi cette résilience de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait quand le marché change d'une manière brusque? Est-ce qu'on continue avec cette user story qui fait du sens? Est-ce qu'on la modifie pour qu'elle touche encore le public qu'on souhaite qu'elle touche? Bref, ça reste des discussions. Mais oui, on évite de toucher au dernier moment quand on est déjà en train de travailler dessus. Tu as tout à fait raison. Ouais, et en même temps, attention, je nuance parce que on est dans des environnements complexes et souvent, bah, nos sprints qui se déroulent pas comme on l'attendait. Parce que il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, parce qu'il y a des problèmes en prod. Il y a toujours plein de bonnes raisons. Mais il faut quand même qu'on garde suffisamment de souplesse et c'est pour ça qu'il faut garder les user stories simples, même si on a des critères d'acceptation, pour pouvoir être à l'aise sur des changements aussi de dernière minute. Là, on est en retard, on est à la bourre, on va pas atteindre notre objectif. Bah, peut-être que on va simplifier notre user story, même si on est déjà en réalisation, pour pouvoir malgré tout apporter un peu de valeur à notre utilisateur et derrière avoir ses retours et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment trouver l'équilibre là entre on a fait des bonnes specs, on a beaucoup travaillé en amont de nos user stories et laisser assez de marge de manœuvre à l'équipe pour pouvoir s'adapter. du coup, j'ai une autre question par rapport à la valeur. Je te remercie pour cette réponse. Est-ce qu'il y a des outils pour mesurer la business value que vous allez proposer? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec mon client actuel à lui faire prioriser les récits utilisateurs, en fait, et c'est primordial, en fait, la BV. Donc, quels sont les outils que vous allez proposer pour nous aider à mesurer cette BV? Si vous en connaissez, parce que j'ai cherché sur Internet, mais j'en ai pas identifié, en fait. Moi, j'ai pas d'outils miracle, mais j'ai des façons de faire qui peuvent bien fonctionner. Il y a un atelier, je pense il doit être documenté sur Internet, c'est Extreme Quotation, qui permet là, quand tu as une énorme quantité d'items là, par exemple de user story, traditionnellement, l'atelier, il est fait pour les estimer rapidement d'un point de vue réalisation pour les développeurs. Mais c'est super intéressant de faire le même atelier pour de la business value. Et C'est l'idée de ça. l'atelier, c'est juste de placer en fait les uns par rapport aux autres nos éléments pour dire, bah, lui, je pense qu'il apporte plus de valeur que lui. Et ça, tu le fais au début dans un backlog, par exemple, qui n'est pas encore estimé pour de la business value. Et ça va te permettre là de savoir que ces items-là, ils apportent peut-être plus qu'eux. Et après, libre à toi de les pondérer, de mettre un chiffre derrière. Ou autre chose si les chiffres, c'est moins pertinent et que peut-être que parler d'animaux, parler de taille de t-shirt, ça fait plus de sens, ça aide peut-être mieux ton client. Tu as aussi tout l'EBM, l'Evidence-Based Management, qui est proposé par Scrum.org, qui peut te permettre de donner une idée de, OK, quand je mets sur le marché, combien ça me rapporte par rapport à l'argent qui est investi. Tu peux avoir des données beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus tangibles que juste dire, OK, est-ce que ça vaudrait 5, est-ce que ça vaudrait 8? Se mettre sur des données que tu peux récupérer en fonction des livraisons que tu fais, en fonction de si tu livres toutes les 2 semaines, tu peux très rapidement te faire un ordre d'idée de, OK,
ça a coûté tant de points. Maintenant, si je fais un extreme quotation, combien je peux l'estimer par rapport aux autres? Qu'est-ce que ça peut me donner? C'est ça, demander à ton client, tu préfères quoi là? Si tu devais choisir entre cette story et cette story, tu choisis laquelle? Exactement. Laquelle qui est plus importante pour toi? C'est comment la notion sur Scrum.org? T'as appelé ça C'est comment? le Evidence-Based Management. Evidence. Envoie-moi un petit message sur LinkedIn, je te l'enverrai sur le site. Merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions? Oui, Oui, je Nadia. peux partir. OK. Donc, admettons, là, on va mettre en place un nouveau logiciel, puis on va partir d'une cartographie, par exemple, Visio. Là, la théorie dit que les user stories sont généralement pour les tâches manuelles ou règles métiers, là, pas automatisées. Donc, il ne faut pas aussi forcer les user stories. Donc, est-ce qu'on peut assigner des user stories ou récits utilisateurs pour les tâches automatiques aussi ou juste comme pour les tâches qui sont manuelles dans la cartographie? Donc, pour une activité, par exemple, une telle activité qui est normalement pas automatisée, donc, est-ce que les user stories sont assignés à des tâches automatiques ou Le, manuelles, peu importe. le but d'une user story, c'est de créer de la valeur. Si vous Ouais, avez déjà une tâche qui est automatisée, qui fonctionne déjà d'elle-même, est-ce ok, qu'il est nécessaire de créer une user story pour quelque chose qui est déjà fait? ok, Donc, ou alors ok. je comprends pas le contexte. Oui, oui, je comprends. Mais pour moi, normalement, une user story, c'est quelque chose que l'on doit Et pour réaliser. un patch. Ok, 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 c'est correct. Tu m'as répondu. Parfait, super. Merci. On prend une dernière question et après on laisse la main à IBA parce que sinon on va finir à 22 h encore une On fois. a kické. Oui, Zan, vas-y. Oui, dernière question. Euh, Selon vous, c'est quoi la meilleure période, si on veut dire, pour écrire les critères d'acceptation? Enfin, c'est quoi le meilleur timing pour écrire les critères d'acceptation? Parce que là, actuellement, par exemple, je travaille dans un projet, on est déjà en train d'écrire les user stories et on va les Mhm. présenter aux prestataires, c'est-à-dire le développeur, il n'est pas encore là. Est-ce que c'est le bon timing pour vous pour commencer à rédiger les critères d'acceptation? Encore une fois, là, je suis toute seule avec les affaires. Et Ou le il faut client. attendre vraiment, exactement, ou il faut attendre vraiment que l'équipe développement vienne. Et c'est là qu'on doit commencer à penser à comment vont être les critères d'acceptation. Si tu as déjà des éléments, tu peux les mettre. Il faut juste faire attention à pas surspécifier, à pas mettre trop d'efforts non plus, parce que potentiellement, quand tu vas confronter ça aux développeurs, bah, ça va, entre guillemets, casser là, ce à quoi tu avais pensé. Alors que si tu n'as été pas trop précis, pas trop dans le détail, bah, tu vas avoir assez de souplesse là pour pouvoir adapter, pour pouvoir changer ça. C'est-à-dire dans quelle séance ou juste par rapport au Scrum, aux méthodes agiles? C'est Ben, dans le grooming ou c'est dans quelle si t'as pas, séance? si t'as pas Oui. de développeur, ça va être compliqué de commencer à faire des cycles de développement du produit. Donc, si tu as déjà quelques critères d'acceptation, comme disait Aurélien, ça peut déjà te faire une base de début. Et puis ensuite, effectivement, pendant l'affinage avec tes développeurs, dire, OK, on avait vu ça, on en discute, est-ce que c'est trop gros, est-ce que c'est trop petit, qu'est-ce que ça peut nous apporter par la suite? Donc, l'idée, c'est toujours l'équilibre. On n'a pas de chiffre parfait à te donner en te disant il faut le faire 2 semaines avant. C'est souvent une question d'expérience et d'habitude. Et au fur et à mesure, l'expérimentation, tu vas pouvoir te dire, ah ben là, j'en avais peut-être un petit peu trop de critères d'acceptation, ça a cassé toute innovation de la part de mon équipe, ça a bloqué tout raisonnement de pensée, et en fait, on les a juste mis en mode feature factory, enfin, usine à fonctionnalité. Et contrairement à un autre point où est-ce que tu n'en as pas fait assez et tu te dis, bah là, ils sont perdus, ils savent pas vraiment où est-ce que vous aimeriez aller le client. Donc, il y a toujours ce juste milieu, cette compréhension à avoir. Si tu as ton client qui est disponible, c'est toujours plus facile parce que ben, tu pourras toujours respécifier si jamais il te manque des choses. Si ton client est moins disponible, essaye de te baquer un petit peu en avant, avoir un petit peu plus. C'est toujours peut-être une bonne idée plutôt qu'après essayer de courir après le client. Ouais. Et si tu es en Scrum, probablement que ton backlog, quand les sprints vont démarrer, idéalement, ton backlog, il devrait aussi avoir un petit peu d'avance, il devrait avoir un peu de stock d'avance pour pouvoir alimenter après ton équipe.
Et le plus tu vas faire de sessions de raffinage, le moins ton sprint planning va être long. Mais ça n'empêche pas que le sprint planning, là, si tu as besoin d'un jalon, c'est un peu le dernier moment où tu vas pouvoir, si tu as vraiment besoin de prendre certaines user stories, mais que non, en discutant, la discussion d'un minute, bah, ça ne se passe pas comme tu le pensais. Sprint planning, c'est le dernier moment là pour se dire, OK, on peut encore raffiner là à ce moment-là, nos dernières user stories, c'est correct. Et on se concentre encore une fois là, on va se concentrer plutôt sur le début du sprint. Peut-être qu'on va se dire à la fin, bah, il faudrait qu'on retravaille là en cours de sprint certains éléments. Parfois, Ok. ça arrive, hein. On est dans des environnements complexes où les plans se passent jamais comme on l'avait imaginé. C'est toujours comme ça. Donc, c'est vraiment dans les séances de raffinement qu'on fait passer les critères d'acceptation, c'est ça? C'est comme dans les discussions avec les développeurs et tout, quand on rédige les critères. Tu peux même le faire un peu avant aussi. Ok. Merci beaucoup. Merci tout le monde pour votre participation. Si vous voulez rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas. Nos QR codes sont là. Rejoignez-nous sur LinkedIn. On sera content de pouvoir discuter. Si vous avez d'autres questions, faites-nous signe aussi. On sera content de pouvoir vous éclairer. Et on relaisse la main à Raoula ou Ligia. Je ne sais pas. Qui veut prendre la parole? Ouais, n'hésitez pas à nous Vas-y, Mélanie. contacter là Je le après, il n'y a sais vraiment déjà. aucun problème. Bon, on a envoyé le lien de sondage de l'IBA par courriel. C'est très important pour nous connaître votre opinion, donc merci pour faire cela. Et alors, c'est le moment de dire merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup Aurélien et Romain. C'était vraiment enrichissant pour moi. Je pense que pour tous les participants aussi. J'espère vous retrouver à la prochaine conférence le 29 janvier. Donc, bonne soirée et à la prochaine. Bye bye. Bye bye tout le monde. Merci beaucoup. Merci Romain, merci Aurélien, bye.